Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, troisième saison et nouveaux horaires. On décale l'émission désormais au dimanche après-midi pour coller encore plus à l'actualité des matchs. Nouveaux horaires comme je l'ai dit, nouveaux visages également puisqu'avec moi aujourd'hui j'accueille Vincent Franco. Salut Vincent. Salut Baptiste, bonjour à tous. Bon, Vincent qui avait fait une émission l'an passé, on s'en souvient, celle de la première journée également, qui s'était soldée par un magnifique Clermont-Toulouse, match légendaire déjà. Et Vincent qui rentre dans la rotation, donc tout comme Manon Moreau. Salut Manon. Salut Baptiste, bonjour à tous. Voilà pour les nouveaux visages de Démol et Débat. Et on commence comme toujours avec l'enseignement de ce samedi. L'enseignement, c'est que le BO est bel et bien au rendez-vous. Vincent, on a été impressionné par ce qui s'est passé hier sur la pelouse d'Aguilera. Ah oui, impressionné par les Biarros et surpris surtout, parce que sincèrement, moi personnellement, et beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à les voir autant dominer les Bordelais comme ils l'ont fait toute la rencontre, à part les 10 dernières minutes, mais c'est anecdotique au final. Mais oui, les Biarros qui, dans un stade en furie, 7 ans après, qui retrouvaient le top 14, ils en avaient tant envie qu'ils l'ont prouvé sur le terrain. Ils ont dominé ces Bordelais, ils ont gagné logiquement. Donc oui, le Biarritz a réussi, plus que réussi, son retour en top 14. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu l'entame rêvée pour Biarritz, surtout contre cette équipe bordelaise, comme l'a dit Vincent, quand même, qui postule dans le haut de tableau et plutôt qui fait partie des meilleures équipes, en tout cas du championnat ces dernières saisons. Donc voilà, les Biarros ont réussi à leur mettre la pression. Je pense aussi que c'était un petit peu le mot d'ordre avant la rencontre, présente défensivement et aussi offensivement. C'était plutôt complet. Très belle surprise. Ouais, Ouais. surtout le plus surprenant, je pense, c'était de les voir dominer physiquement parce qu'on connaît les équipes de Christophe Furios. On a vu le CO il y a 3-4 ans, on avait vu Oyonnax il y a quelques années aussi. Et de voir les Bordelais dominer autant physiquement, on en parlera plus tard, mais Francis Sailly qui a distribué les bouchons. Enfin voilà, plusieurs fois, l'UBB a explosé les ballons au contact, ce qui a amené d'ailleurs le premier essai Biarro. Et de les voir dominer comme ça et de souffrir, on a vu Mahamadou Diaby, le capitaine bordelais, sortir très rapidement dans la rencontre. Ils ont été dominés physiquement, ils ont souffert et du coup, ils se sont inclinés logiquement. Ouais, c'est clair que c'était une équipe qui était en tout cas prête à batailler pour le top 14. On pouvait avoir par contre des vrais doutes sur cette équipe de Biarritz. On s'en souvient, ils vivent une fin de saison miraculeuse. Ils se qualifient pour ce top 14 en battant Vannes à l'extérieur en demi-finale avec un essai à la dernière seconde. On s'en souvient. Le match pour le barrage contre Bayonne, on ne va pas revenir dessus, mais c'est tout aussi miraculeux. Et le recrutement était fait pour le Pro D2, même s'il y a des joueurs comme Kuridrani. Et ces joueurs-là qu'on attendait recruter pour le Pro D2, qui dominent le Pro D2, continuent à dominer le championnat maintenant, même en top 14. Oui, je pense que les joueurs ont réussi à tirer les leçons peut-être de leur saison en Pro D2 l'an passé. Ils sont clairement montés d'un cran. Je pense que la préparation a été très bien menée. Voilà, pour moi, en tout cas, ils n'ont pas déçu. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais Ouais. l'intensité y était, quoi. Surtout le point positif pour le BO, c'est qu'il en manque encore des recrues. Elliot Dixon était blessé, international néo-zélandais. Thomas Koubeli aussi est blessé avec les Pumas, du coup reviendra dans quelques semaines. Enfin, il n'y avait pas toutes les recrues. On a juste vu James Cronin, Tevita Kuridrani qui ont été quand même assez discrets sur la rencontre. Ils n'ont pas eu C'est trop de vrai. ballons, surtout l'international Wallaby. Donc le point positif, c'est qu'il en manque. On n'a pas tout vu de ce BO. Donc oui, c'est encourageant pour la suite et on a hâte de les retrouver dès la semaine prochaine à Perpignan. Maintenant, pour toi, ce match contre Bordeaux hier, c'est un feu de paille. C'est le BO qui est toujours sur sa lancée fabuleuse de l'an passé, porté par Aguilera de nouveau plein, où on a quand même vu des solides bases pour cette saison. On rappelle, hein, il menait 27-3 à l'heure de jeu avant de s'écrouler un peu, pris physiquement sur la fin de match. Mais voilà, vraie démonstration, vraie démonstration de force. Pour toi, c'est un feu de paille ou tout simplement c'est des grosses bases pour aider pour cette saison? Disons que c'était un petit peu une surprise, comme l'a dit Vincent précédemment, mais je pense qu'ils se sont très très bien préparés et pour moi, ça laisse présager de bonnes choses. Et oui, peut-être que c'est que le premier match, donc on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je pense qu'ils sont capables de faire vraiment quelque chose dans ce top 14. Et en plus, tu parlais donc de ce match, ils menaient toujours à l'heure de jeu, même plutôt largement. On a vu sur la fin Bordeaux reprendre le dessus avec ses deux essais en l'espace de 10 minutes. Et finalement, on a vu des Biarros qui sont restés soudés. Et l'état d'esprit qu'on a vu sur ce match est quand même très important parce que pour un club promu, l'état d'esprit est vraiment primordial, surtout quand on joue le maintien. Oui, je suis d'accord avec Manon.
J'espère pour les Basques que ce n'est pas qu'un feu de paille. Mais bon, pour une équipe qui est censée et qui sûrement va jouer le maintien quasiment toute la saison, parce que le top 14, n'oublions pas, c'est un marathon quand même, et ce n'est que la première journée, prendre 4 points contre l'UBB, même s'ils avaient le bonus offensif en poche à 10 minutes du terme, prendre 4 points contre Bordeaux, c'est une bonne chose. C'est une manière de bien débuter la saison. Donc voilà, aujourd'hui, on retrouve des joueurs en confiance. Ils vont être en confiance pendant quelques semaines encore. Donc voilà, tout est vert du côté de la côte basque. Très bien, on fait un petit tour sur les autres résultats de ce samedi. On commence par un club qui te tient à cœur, Vincent, le CO, qui s'est fait peur face à la section paloise quand même. Bah oui, le CO qui s'est fait peur parce que les Castrés ont manqué de réalisme. Voilà, ont quand même particulièrement dominé les débats. Quand même, ont rarement été inquiétés par des Palois qui ont bien résisté, il faut le souligner, qui avaient un buteur en réussite. Zach Henry, nouvelle recrue aussi paloise, il faut le noter. Contrairement aux Castrés qui ont vu Benjamin Rodapieta louper 3 pénalités. Donc voilà, les Castrés qui se sont mis un peu tout seuls sous pression, qui se sont imposés de 4 points, 16-12 au final. Je n'ai pas envie de dire que tout le monde est content au coup de sifflet final, mais presque, parce que Pau ramène un bon point de bonus défensif du Tarn. Et le CO qui voilà, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais qui s'offre une première victoire, qui commence la saison avec 4 points, donc c'est mieux. On sait que la saison dernière, ils avaient mis longtemps, de longues semaines à bien débuter en top 14. Voilà, le CO a fait le boulot, s'est imposé pour ramener un bon point. Voilà, donc un bon match et tout le monde est content. Bon, par contre, ceux qui n'ont pas fait une bonne opération, c'est le Stade français maintenant qui s'incline largement face au Racing, 21-36. Oui, c'est vrai que le Stade français sur ce match, dans ce derby en ouverture du top 14, en plus, c'était un des gros matchs. On avait envie de voir le Stade français aussi peut-être gagner, surtout à domicile, mais finalement, ils ont été complètement dominés et je pense aussi dépassés par un Racing qui a été clairement au-dessus. Pour moi, sur ce match, il n'y a pas photo et voilà, clairement au-dessus. Malheureusement. Second le disait d'ailleurs à la fin du match qu'il n'y avait pas eu match, voilà, qu'il n'y avait pas eu débat. Le Racing, avec la ligne arrière qu'on lui connaît, et encore une fois, il manquait Teddy Thomas, il manquait encore des forces. Mais voilà, le Racing qui a impressionné. Je pense qu'il y a plusieurs adversaires qui ont regardé le Racing hier et qui ont dû se dire oui, il va falloir s'écoltiner cette saison parce que la ligne arrière du Racing, il n'y a pas que des CV clinquants. Il y a des joueurs qui sont encore en forme et qui le montrent sur le terrain. Oui, c'est ça. Et donc, le Stade français qui s'incline à domicile. On rappelle que dans ce derby, sur les 7 dernières rencontres, 6 ont été remportées à l'extérieur. Le Racing qui reste donc sur sa lancée de la victoire en barrage l'an passé, ils avaient largement dominé le Stade français. Également, la dernière rencontre, c'était Montpellier qui se déplaçait à Toulon. Les Montpelliérains ramènent le match nul de Mayol grâce à un essai à la dernière seconde de Zach Mercer, la recrue du MHR. On est d'accord, Manon, Vincent, c'est peut-être l'homme de cette première journée pour l'instant, Zach Mercer. Clairement, ce sera peut-être le MVP de la grande mêlée. J'ai vu qu'il était presque à 70 points. Donc oui, l'international anglais, qui est une des plus grosses recrues du MHR cette saison et qui a clairement fait le travail. Il a mis sur les fesses plusieurs défenseurs toulonnais. Il a inscrit Stessé plein de malice et d'opportunisme à la 80e minute au milieu des poteaux qui a assuré le match nul. Ça a clairement été le meilleur Montpellierin hier soir parce qu'on a vu le MHR quand même en difficulté. Ce n'était pas un très beau match, beaucoup d'imprécisions. Avec un Anthony Belot côté RCT qui est en réussite face au Perche, qui a marqué 24 points, tous les points de son équipe. Et puis voilà, un Zach Mercer qui a fait le boulot, qui a prouvé son côté international anglais et qui a été le meilleur Montpellierin et qui leur a offert 2 points à la dernière seconde. Et on rappelle également que parmi les autres rencontres jouées ce matin, la Nouvelle-Zélande s'est largement imposée face à l'Australie, 21-38. On passe à la deuxième thématique sur la question qui fâche. Faut-il s'inquiéter de la rencontre de l'USAP, c'est la dernière rencontre dont on n'a pas parlé. Manon, quel est ton avis? La prestation de l'USAP est-elle inquiétante selon toi? Alors inquiétante, je ne sais pas, parce qu'il faut leur laisser une marge de manœuvre, c'est que le premier match. Après, c'est vrai, il faut être honnête que Perpignan ne nous a pas forcément donné ce qu'on avait envie de voir sur le terrain face à Brive. Maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a eu quelques chamboulements dans les compos, enfin dans la compo de Perpignan. On voit que Teder est passé à l'arrière, alors qu'initialement, il est à l'ouverture. Pour pallier à ce manque, Matteo Rodor a été titularisé au poste de numéro 10. Matteo Rodor, qui est un bon joueur, mais qui est encore jeune. Il a seulement 22 ans. Il était encore en contrat espoir avec l'USAP il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, il a eu très peu de temps de jeu.
forcément avec la présence de Vola et donc Teder qui étaient les deux numéros 1. Donc voilà, quelques petits chamboulements. Et puis, il faut aussi parler des absents. Vincent, je pense que tu seras d'accord. Évidemment, je parle de Melvin Jaminet. Melvin Jaminet qui, pour moi, avec d'autres joueurs, mais qui est l'acteur principal de cette montée de Perpignan en top 14 parce que c'est un joueur clé. Ses qualités offensives sont clairement évidentes. Voilà, cet été en Australie, il a fait le taf. Alors, il n'a pas crevé l'écran, mais il a fait le taf. C'est clairement un joueur qui a le niveau top 14 et qui aurait pu faire la différence sur ce match, malgré le fait qu'il n'ait encore connu aucune titularisation top 14 puisqu'il a joué qu'en Pro D2. Voilà, et puis, il y a aussi l'absence des internationaux argentins comme De La Fuente, comme pardon. Delgui, la recrue, Delgui, ils sont quelques-uns, oui. Non, mais je rejoins maintenant. Moi, je ne suis pas inquiet pour les Perpignanais, et pas encore, entre guillemets, parce que déjà la semaine prochaine, ils reçoivent Biarritz. Donc voilà, il y a cette défaite à Brive, mais ils peuvent rapidement se remettre la tête à l'endroit face à un concurrent direct pour le maintien. Et puis, on connaît la dureté des brévistes sur leur pelouse aussi. Voilà, il ne faut pas sous-estimer les Corésiens. Ils ont fait le boulot, même au quart d'heure de jeu. Je m'attendais presque à voir Perpignan plus explosé que cela. Tristan Teder, qui était en réussite face au Perche, à l'occasion de ramener les Perpignanais à un point à 13-12. Il loupe sa tentative. Et là, le match tourne. Brive marque un essai ensuite. C'est là où un peu l'USAP a loupé le coche. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour les Perpignanais. Ils ont un effectif plus taillé que pour le top 14 qu'il y a 2 saisons. Alors bien sûr qu'ils ne veulent absolument pas revivre le cauchemar qu'ils ont vécu il y a 2 ans. Mais je ne pense pas qu'ils le vivront personnellement. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Ce n'est que la première journée. Ils savaient que ce déplacement à Brive allait être difficile. Il l'a été. Ils ont quand même existé par moments. Voilà, après, à eux de faire le travail face à Biarritz, un BO, on en a parlé, qui arrivera en confiance. Mais à eux de faire le boulot avec, Manon l'a dit, les retours, le retour surtout de Melvin Jaminet, leur buteur attitré et leur meilleur joueur la saison dernière. Je ne suis pas inquiet pour les Perpignanais, en tout cas pas pour l'instant. Il y a aussi, ce que j'ai oublié tout à l'heure, il y a aussi Oviedo, qui est un jeune Argentin qui a été sélectionné aussi, qui est parti avec les Argentins. Et c'est pour une bonne raison d'ailleurs, qui est un joueur très prometteur. Donc voilà, il y a les retours. Après, je ne dis pas que ces absences sont l'excuse à tous les maux de Perpignan, parce qu'évidemment, il y avait des joueurs cadres dont Vincent a parlé, comme Acebes, comme Chouli, et puis d'autres très bons joueurs. Donc voilà, l'USAP peut faire mieux, et je ne m'inquiète pas. Est-ce que pour toi, Manon, ce premier match à l'extérieur, à Brive, pour l'USAP, c'était une chance ou pas d'avoir un match pour se mettre au niveau, même si c'est à l'extérieur contre un concurrent, en principe, sur le papier, direct pour le maintien? C'était une chance de pouvoir se jauger ou pour toi, il aurait mieux valu, comme on a eu la chance de le faire côté Biarro, un premier match à domicile avec du public, un retour en top 14, la fête et tout ce qui va avec? Une chance, je ne sais pas. On peut dire que c'est une chance parce qu'effectivement, ils ont été confrontés directement à la dureté de ce top 14 et en plus à l'extérieur. Mais de notre côté, c'est vrai que pour moi, l'idéal aurait été que l'USAP joue à domicile, surtout avec ses supporters que l'on connaît présents et fidèles. Donc voilà. Je pense que ce n'était pas forcément un avantage. Ton avis, Vincent? Je ne rejoins pas trop Manon parce que je trouve qu'on se rappelle il y a 2 ans, pour revenir à la saison catastrophique de l'USAP, ils avaient débuté à Aimé Giral face au Stade Français et ils avaient pris 40 points et de suite ça leur avait mis la tête au fond du seau et ils s'en étaient jamais relevés. Du coup là, commencer à l'extérieur, même si c'est à Brive, ce n'est pas un cadeau du top 14, ça manquait de respect au CAB, c'est une défaite au final à 0 points. Ok, c'est chez un concurrent soi-disant au maintien, mais au moins il n'y a pas de revers à domicile. Au niveau comptable, ce n'est pas encore catastrophique, ce n'est pas encore embêtant. Si ils viennent à s'imposer ce week-end contre Biarritz, on en revient là. Donc pour moi, ce n'est pas une chance, mais ce n'est pas du tout un inconvénient de commencer à l'extérieur. Ils se sont jaugés face à une équipe dure qui joue devant et qui envoie du jeu aussi avec Enzo Hervé qui a été excellent ce samedi. Donc voilà, ce n'est pas un désavantage. Donc pour moi, ils ont commencé à Brive, ils se sont inclinés, mais au niveau comptable, ça n'a rien changé pour Perpignan.
Ouais, tu l'as évoqué plusieurs fois, Vincent. On rappelle cette saison catastrophique en 2018-2019 où il termine dernier du championnat avec seulement 12 points, deux petites victoires sur une saison. Voilà. Et on espère pour eux qu'ils ne vont pas pas revoir ressurgir le spectre de cette saison-là. Match capital, comme vous l'avez dit, la semaine prochaine entre l'USAP et le BO, les deux promus, qui s'affrontent donc dès la deuxième journée pour se jauger de nouveau. Pour finir sur cette question qui fâche, je vais en poser une dernière question qui fâche. Rapidement, ton avis, Manon. Est-ce qu'on sous-estime pas le CA Brive? On s'est même, on va pas se mentir, un petit peu moqué d'eux dans la rédaction quand ils nous annoncent en début de saison certains joueurs qu'ils ambitionnent le top 6. Quand le président Simon Guigan dit qu'il veut terminer dans le top 8, on se dit attention les Brivistes, quand même, il y a 10 grosses équipes devant eux sur le papier. Est-ce qu'on les sous-estime pas un peu, eux qui ont failli se mêler à la course pour le top 6 en fin de saison dernière? Oui, je pense qu'ils sont sans doute sous-estimés, ça c'est certain. Et puis on voit sur ce premier match que les intentions y sont et que le recrutement aussi marche, que cette équipe est en marche finalement. Donc oui, peut-être un peu sous-estimée. Vincent, ton avis? Encore une fois, désolé Manon, mais je suis un peu en désaccord avec toi. On les On est là sous-estime pour pas, je ça. pense. On se fixe surtout aux dernières saisons, au dernier classement. Alors, même s'il y a 2 ans, la saison a été arrêtée. L'année dernière, ils finissent, il me semble, au-delà de la 10e place, quoi. Ils finissent pas 8e ni 7e. Ils ne louent pas le top 6 de quelques points. Les Brivistes sont un peu à leur place. Je trouve que Brive, c'est quand même, ils vont quand même devoir lutter pour le maintien plus que pour les phases finales cette saison, même si je leur souhaite d'accrocher une place dans le top 6, ce serait la belle surprise. Mais au final, voilà, Brive a un effectif taillé pour le top 14, n'a peut-être pas la profondeur d'effectif, surtout pour lutter toute la saison pendant 26 journées avec les cadors. Et voilà, donc je pense que les Corésiens vont encore une fois s'appuyer sur une forteresse imprenable en Corrèze, dans leur stade. Et voilà, ça suffira sûrement pour se maintenir. Mais de là à accrocher un top 6, voilà, je ne trouve pas qu'on les sous-estime. On voit ces brivistes, on prend du plaisir à les voir jouer. Je leur souhaite de terminer, d'accrocher une place en phase finale, mais je ne trouve pas qu'on les sous-estime, loin de là. Voilà, pour rappeler le contexte de la saison passée, le CA Brive termine donc, comme tu le disais, à la 11e place. Mais au printemps, notamment quand on a été faire les Oscars chez eux, on a commencé à leur parler de top 6 tout simplement parce qu'ils étaient à la lutte pendant quelques journées et que quelques semaines après, ils ont été fauchés par le Covid. Et après 2 défaites à domicile, ils se retrouvent donc dans le ventre mou du championnat. Mais on ne saura jamais comment aurait fini le CAB sans cet épisode de Covid. Mais voilà, on aura notre réponse à notre question dans les semaines à venir concernant le CA Brive. On clôture cette deuxième partie et on passe à vos coups de cœur et coups de gueule. On commence avec ton coup de cœur, Manon, et ça concerne, on a déjà parlé un petit peu, mais le Biarritz Olympique avec un joueur qui, comme toujours, a crevé l'écran, mais cette fois-ci en top 14. Alors, mon coup de cœur, c'est évidemment et sans aucune hésitation Francis Sailly, qui, comme tu l'as dit, a encore crevé l'écran. Il a été omniprésent. C'est un joueur qui... Et voilà, on l'a vu aussi bien défensivement qu'offensivement. Alors, défensivement, les stats ne sont pas folles, mais souvent, les stats ne sont pas forcément parlantes. On n'a que 5 plaquages, et 5 plaquages offensifs énormes. On le voit d'ailleurs sur le plaquage de Jalibert. Jalibert, on se dit, en temps normal, Jalibert serait peut-être à la laisser. Et là, Sailly surgit, terminé. Ce plaquage, il est parfaitement dosé, il n'est pas haut, sur le ballon. Franchement, il ne pouvait pas faire mieux, je pense. Voilà, enfin, en fait, Sailly a le charisme et je pense les capacités de faire partie des joueurs qui vont œuvrer pour le maintien, enfin, ou du moins, j'allais dire pour le maintien, du potentiel maintien de Biarritz en top 14. Voilà, je pense qu'il va former une paire très, très, très efficace, pardon, avec Kuridrani. Enfin, franchement, non, tout y était. On n'avait franchement pas beaucoup de doutes sur Sailly, mais encore une fois, il nous a prouvé qu'il était présent et qu'il ne laisserait rien passer cette saison. Oui, c'est sûrement l'action de ce week-end, ce plaquage brutal sur Jalibert en bout de ligne pour sauver un essai. Brutal, mais dans la règle, juste ce qu'il faut au niveau du ballon. Un plaquage parfait. On passe à ton coup de gueule, Vincent, et on part en Pro D2. Et malheureusement, c'est pour une affaire de racisme. Ouais, c'est un peu l'affaire qui secoue le rugby français depuis ce samedi. Alors, pour rappeler un peu les faits, vendredi soir, Provence Rugby accueillait Nevers pour le compte de la deuxième journée de Pro D2. Les Provençaux se sont imposés 26-23 pour l'anecdote. Mais ce n'est pas cela qu'on retiendra surtout du match. C'est la publication Instagram de l'ailier neversois ce samedi, Christian Ambadiang, qui a accusé un joueur de Provence Rugby
d'avoir proféré des propos à son encontre. Je le cite, je vais te brûler, mangeur de bananes. Voilà, donc des propos qui ont été confirmés quelques minutes après par le club de Provence Rugby lui-même sur ses réseaux sociaux, qui a annoncé qu'ils allaient condamner le joueur, qu'ils allaient le rencontrer dans les plus brefs délais, donc dans les prochains jours. Et voilà, une affaire qui fait parler encore aujourd'hui, bien sûr, et qui va faire parler pendant plusieurs jours en Pro D2 et pas que. Voilà, des grands joueurs comme Nemanja Nadolo ou Bakary Meïté ont réagi sur les réseaux sociaux. Voilà, l'Île Versois qui a eu le courage, on va dire, de déclarer ses propos sur ses réseaux sociaux, qui a réagi ce matin sur Rugbyrama. Donc, vous pouvez aller lire son interview. Et voilà, c'est une affaire moins drôle que le plaquage de Saïli sur Jalibert. Il n'est pas drôle non plus, le plaquage de Saïli. Et c'est des affaires qu'on ne veut pas lire et qu'on ne veut pas voir au rugby et surtout en France. Donc voilà, j'espère que la sanction, personnellement, la sanction sera exemplaire au niveau du joueur de Provence et on en saura plus dans les prochains jours. Mais voilà, c'était pour faire un peu mon coup de gueule qui, je pense, est le coup de gueule de centaines de personnes en France. D'ailleurs, Vincent, la LNR a réagi hier soir déjà. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une sanction effectivement assez importante. Et comme le disait Vincent, l'interview d'Abadiang est à retrouver d'ores et déjà sur rugbyrama.fr. On conclut l'émission comme toujours avec le prono. Et on va parler du match de ce soir, 21h. Et quel match? Le remake des finales de l'an passé, avec donc La Rochelle qui reçoit Toulouse pour se venger, pour prendre leur revanche. Alors Manon, qui est-ce que tu vois s'imposer entre les Rochelais et les Toulousains? Alors moi, j'ai envie de dire La Rochelle, bien que je ne sous-estime pas les capacités du Stade Toulousain, on ne peut pas le nier. Mais voilà, je pense qu'au fond, on a tous envie de voir gagner La Rochelle parce qu'on a envie de cette revanche qu'on attend depuis déjà trop longtemps. On a envie de voir les Rochelais vraiment s'imposer, en plus dans leur antre de Marcel de Flandre, avec leurs supporters qu'on connaît aussi très, très fidèles. Donc voilà, pour moi, et puis en plus, ce serait la façon idéale d'entamer leur saison parce que voilà, on se souvient tous de cette défaite en finale de Coupe d'Europe et de celle en top 14. Donc voilà, ce serait vraiment l'idéal pour bien lancer leur saison. À voir. Vincent, ton avis? Je vais encore une fois être un peu en désaccord avec Manon. Moi, je vois plus le Stade Toulousain pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai trouvé assez bizarre la décision de La Rochelle de ne jouer aucun match amical. Alors, si ça marche, si ce soir ils sont au point physiquement parce qu'ils ont fait une énorme préparation, je les applaudirai, on les applaudira et on saluera cette décision. Mais je trouve assez bizarre et on a rarement vu ça. Donc, j'attends de voir au niveau physique les Rochelais. Puis ensuite, il y a quelques absences, notamment de Victor Vito, de Jonathan Danty qui ne peut pas jouer parce qu'il est en équipe de France, de Levani Botia, de Brice Dulin, qui pour moi vont peser lourd, surtout dans la ligne arrière rochelaise. Alors, il y a des joueurs de qualité, Thomas Bergeron, Alonso Munoz, il n'y a pas de souci sur ça, mais quand on voit la ligne arrière de Toulouse, voilà, la charnière du Pointe-à-Mac, qui est la meilleure du top 14 depuis quelques saisons, Mathis Lebel, Maxime Médard, Thomas Ramos. Enfin, pour moi, au-delà des équipes sur le papier, je vois Toulouse un peu plus près, on va dire, dès la première journée pour aller faire un coup à La Rochelle, parce que c'est le remake et parce que je pense que les Toulousains ont envie, savent d'abord qu'ils vont être attendus, parce que le stade va être à guichet fermé, ça fait un an que les supporters ne peuvent pas aller voir les matchs de leurs protégés, donc ils vont être attendus et pour, on va dire, asseoir leur domination, arriver avec l'envie de faire un coup à La Rochelle pour lancer pleinement leur saison et pour, au niveau côté, on va dire, côté égo, refrapper un grand coup contre ces Rochelais qu'ils aiment tant battre et qu'ils ont battu pour s'offrir des titres la saison passée. Et c'est vrai que La Rochelle, c'est un peu l'inconnu, comme tu le disais. Les équipes top 14 font de moins en moins de matchs amicaux. Ils n'ont fait aucun pendant cette préparation physique, que des oppositions entre eux. Donc, à voir si ça porte les fruits ou pas. Je vous rappelle les compositions d'équipes qui sont retrouvées également sur birama.fr. Alors, La Rochelle débutera donc avec Priso, Bourgarit et Atoniu en première ligne. Une deuxième ligne, Sazi, Skelton. Une troisième ligne, Liebenberg, Bourdon et Aldrit, capitaine. À la charnière, Bergeon et Plisson. Aux ailes, Alonso Munoz et Diggin Leeds. Au centre, Jules Favre et Roule. Et à l'arrière, on retrouve la recrue Popelin. Côté toulousain, on aura donc Baye, Movaka et Aldeguerri
en première ligne, une seconde ligne Flamand et Rory Arnold, une troisième ligne Cross, Placine et Mikel. Dupont sera capitaine associé à Ntamak comme bien souvent, Médard et Lebel sur les ailes, Tauzin et Holmes au centre et Ramos à l'arrière. Voilà pour la rencontre de ce soir 21h. Retrouve également à 17h45 le match entre les deux grandes villes de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon qui reçoit Clermont, un match indécis également entre ces deux équipes. Merci à vous pour votre fidélité. Merci Manon et merci Vincent pour votre première de cette nouvelle saison. C'était un plaisir. Merci à toi. Et voilà, bon dimanche de rugby à toutes et à tous avec Midi Olympique et rugbyrama.fr. Au revoir.